Salut et bienvenue à vous dans Afterlife Labs, le média pour comprendre ce qui fait bouger le monde. Au menu aujourd'hui, la course au vaccin contre la Covid-19 qui a tenu en haleine la planète tout au long de cette année de 2020. Mais avant de commencer, petit disclaimer, le but de cet épisode, c'est d'analyser l'innovation que constitue un vaccin à base d'ARN messager d'un point de vue business et technologique. Et surtout pas d'un point de vue de santé publique. Donc on va pas se poser des questions comme la pertinence d'une politique de vaccination globale. Ce sont des choses hors de mon domaine de compétences et d'autres s'expriment bien mieux que moi à ce sujet. D'autre part, je suis bien au courant que des entreprises pharmaceutiques comme Pfizer ont auparavant menti, triché, corrompu et tué. Elles se sont fait condamner à plusieurs reprises et ont payé des milliards de dollars d'amende. Tout ça est très bien rapporté et documenté dans des livres comme Remèdes mortels et crimes organisés de Peter Gooch ou encore Big Pharma de Mikkel Borch-Jacobsen. Et je peux aussi vous conseiller à ce sujet l'excellent documentaire Big Pharma, Labo Tout-Puissant qui est disponible sur Arte. Dans l'actualité récente, on peut citer l'exemple de Gilead qui a réussi à vendre à l'Europe un médicament complètement inutile contre la Covid-19. Bien sûr, je veux parler du Remdesivir. Déjà de 1 au prix exorbitant de 390 $ la dose, c'est-à-dire 2340 $ le traitement, puisqu'il est recommandé en 6 doses. Et d'autre part, alors que son coût de fabrication est à peine de 0,93 $ par dose et que son développement s'est fait à grands coûts de subventions publiques. De prime abord, j'ai donc plutôt un regard extrêmement méfiant sur les pratiques de Big Pharma. Mais encore une fois, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Aujourd'hui, on va surtout parler d'innovation et de go-to-market, et cet épisode s'inscrit dans la suite logique de mes chroniques sur le coronavirus, que j'ai commencé en mars 2020, avec l'épisode Coronavirus vers une crise mondiale majeure. Ensuite, il y a eu Coronavirus et le futur de notre monde. Faut-il investir dans le krach boursier qui a suivi le coronavirus, etc., etc. Alors maintenant qu'on est d'accord sur les angles que va aborder cet épisode, let's go. Alors cette compétition entre laboratoires pour la vaccination contre le coronavirus a pris un tournant très médiatique ces dernières semaines avec la multiplication des annonces de résultats. Aujourd'hui, il y a deux entreprises dans la course au vaccin qui se basent sur la même technologie de l'ARN messager, mais avec deux stratégies complètement différentes. D'une part, il y a Pfizer et de l'autre, il y a Moderna. Ces vaccins d'un genre nouveau ne contiennent aucun virus reconnaissable, seulement son matériel génétique, lequel migre alors dans les cellules humaines afin de leur faire synthétiser la carte d'identité du virus. La suite, c'est la même que pour les vaccins à ADN. Les protéines de spicule du coronavirus présentes dans les cellules sont détectées et déclenchent la réaction immunitaire souhaitée. Mais Pfizer et Moderna, à elles deux, ne sont pas capables de répondre à toute la demande mondiale qui est vraiment massive de vaccins. D'autres entreprises et instituts de recherche dans le monde sont aussi dans la course et s'appuient parfois sur des technologies plus traditionnelles et beaucoup plus éprouvées. Il va donc y avoir non pas un ou deux gagnants, mais plusieurs gagnants dans cette course. Et pour autant, ce qu'ont réalisé Pfizer et Moderna est un accomplissement historique. Les deux entreprises ont développé un vaccin en un temps record, c'est-à-dire en quelques mois seulement, alors que ça prend habituellement des années, voire parfois des décennies. Et il y a trois facteurs qui ont permis cette percée majeure. Le premier, c'est que cette nouvelle méthode de développement de vaccins à base d'ARN messager était en fait déjà prête et n'attendait qu'à être mise à l'épreuve. Deuxièmement, l'urgence et l'ampleur de la crise sanitaire aux États-Unis a permis d'accélérer les tests cliniques, qui sont en fait la phase la plus chronophage du processus de développement d'un vaccin. Et enfin, le gouvernement américain était prêt à tout pour mettre un vaccin sur le marché le plus rapidement possible. Cette urgence-là a permis d'enjamber tous les obstacles administratifs et bureaucratiques, mais aussi de réduire le risque des entreprises pharma à coup de gros contrats et de lancer la production de vaccins avant même que les tests ne soient bouclés. Le PDG de Moderna, le français Stéphane Bancel, a tout d'abord entendu parler du virus chinois en janvier. Et a tout de suite pensé à appliquer la technologie sur laquelle ses experts travaillent depuis des années. C'est le système permettant de designer un vaccin simplement à partir de la séquence génétique d'un virus. Si le système délivre, Moderna pourrait avoir un vaccin en quelques jours, et le plus dur serait de passer les différents essais cliniques. En fait, on aurait déjà pu tester cette technologie sur le SARS, le MERS ou même le virus Zika. Par contre, la menace de ces virus s'est peu à peu estompée avant que des tests cliniques ne soient entamés. Et puisque la nouvelle pandémie avait cette fois-ci plus de chances de perdurer, Bancel l'a identifié comme l'opportunité ultime de tester les capacités de Moderna.
Moderna emploie seulement 800 personnes, en incluant son équipe de production, et leur pipeline contient une vingtaine de vaccins et de traitements en développement. Donc pour l'instant, absolument aucun n'est commercialisé sur le marché. L'entreprise, qui est valorisée tout de même à 60 milliards, n'a jamais atteint la phase 3 des essais cliniques, censée déterminer qu'un vaccin est efficace et inoffensif pour les humains. Bancel a quitté bioMérieux en 2011 pour diriger Moderna. C'était un pari risqué, mais qui peut, en plus d'avoir un impact inouï sur notre manière d'approcher les pathogènes, lui rapporter aussi très gros. Du coup, le nouvel objectif de Moderna, c'était de passer du design de vaccin aux essais cliniques en seulement 3 mois. Dès que la Chine a publié la séquence génétique du nouveau virus, le centre de recherche des vaccins américain a localisé le gène responsable de la protéine de spicule et l'a envoyé à Moderna dans un simple fichier Word. Ensuite, Moderna a introduit ces données dans sa plateforme et les chercheurs ont obtenu un design de vaccin à base d'ARN messager. Le processus a pris en tout et pour tout seulement 2 jours. Mais Moderna, c'est pas la seule entreprise dans la course au vaccin à base d'ARN messager. En Mayence, notamment, il y a un couple de turco-allemands composé du Dr Ugur Sahin et du Dr Özlem Türeci qui ont emprunté la même voie. Leur start-up, c'est BioNTech, et elle travaille avec Pfizer depuis plusieurs années pour développer un vaccin grippal se basant sur la même technologie. Du coup, le couple a proposé à Pfizer d'appliquer leur méthode au nouveau coronavirus, et Pfizer a accepté de financer l'ensemble des coûts de développement, de production et de distribution, ainsi que de prendre en charge les essais cliniques grâce à sa force de frappe. Et les bénéfices seront ensuite divisés entre les deux structures. Et puis pour l'anecdote, les collègues du Dr Sahin lui ont suggéré d'attendre la signature d'un contrat formel avec Pfizer, mais il a estimé qu'il n'y avait pas une seule seconde à perdre, et Pfizer a alors immédiatement envoyé un jet vers l'Allemagne afin de transporter des échantillons du vaccin de BioNTech vers ses propres centres de recherche à New York pour réaliser les premiers tests sur des animaux. Donc là, l'enjeu est critique pour Pfizer. Plus que les retombées financières potentielles, l'entreprise, elle doit absolument redorer son image et elle veut faire partie de la solution qui va soulager l'humanité. Et pendant que Moderna d'un côté et Pfizer continuent leurs recherches, la situation aux États-Unis s'aggrave énormément. Et c'est là que l'opération Warp Speed est lancée. C'est une collaboration entre le Pentagone et le département de la santé, dont le but est de supporter l'industrie pharma et les biotech avec toute la force de frappe du gouvernement. L'objectif de Trump, il est très simple, arriver à un vaccin grand maximum en octobre, c'est-à-dire avant les élections. Du coup, il met 2 leaders à la tête de cette nouvelle organisation. Sur le front scientifique, on a le Marocain, le Dr Moncef Slaoui, qui coordonne l'ensemble des recherches. Et sur le plan logistique, le général américain 4 étoiles, Gustave Perna, qui va déployer les moyens qu'il faut pour anéantir tout obstacle. Pour Slaoui, sa mission est d'abord de décider quel vaccin soutenir parmi les 50 challengers. Son équipe va choisir 3 types de vaccins différents et 2 entreprises pour chaque type de vaccin, bien sûr au cas où l'une d'entre elles échoue. Du coup, le gouvernement mise sur ses chevaux et la course peut commencer. Le gouvernement a proposé son aide à Pfizer et Moderna pour alléger leurs factures de R&D, guider les essais cliniques et même livrer du matériel aux différentes unités de production. Mais Pfizer n'était pas si intéressé que ça par cette aide fédérale. Après tout, avec 52 milliards de dollars de chiffre d'affaires, l'entreprise n'a pas tant besoin de ça, de subventions. Pfizer préférait rouler pour elle-même et ne souhaitait pas trop être trop proche du clan Trump. Elle a néanmoins signé un contrat de 1,95 milliard en juillet en prévendant au gouvernement 100 millions de doses de son futur vaccin s'il se révélait efficace. Et bien sûr, c'est un très grand coût. Quant à Moderna, elle a reçu près de 2,5 milliards de fonds pour acheter les matières premières nécessaires, agrandir son usine de production et élargir son équipe de 50%. Par exemple, quand Moderna a découvert cet été qu'une pièce de production de son usine n'allait pas être livrée à temps, durant le week-end, à cause des limitations sur la circulation des poids lourds dues au Covid, il lui a suffi d'un seul coup de fil. L'opération Warp Speed a joué son rôle et a escorté la pièce en convoi militaire du Midwest jusqu'au Massachusetts. Et idem quand il a fallu récupérer une autre pièce au sein d'un train en retard pour la livrer ensuite par avion. Mais tout ne s'est pas toujours résolu rapidement à chaque obstacle. À peu près au même moment, des problèmes de conception et d'exécution des essais cliniques ont vu le jour.
Pfizer comme Moderna n'avaient pas inclus suffisamment de personnes issues des minorités dans leurs tests. Pfizer, qui a les poches très profondes, a immédiatement élargi son essai de 30 000 à 44 000 personnes, ce qui lui a probablement coûté des centaines de millions de dollars supplémentaires. Mais pour Moderna, c'était beaucoup plus difficile. Alors le gouvernement a dû intervenir pour l'aider à recruter plus de volontaires noirs et hispaniques. Et durant ce court moment de latence, Pfizer est passé à la tête de la course devant Moderna. Et le 8 novembre, les résultats de Pfizer sont tombés. Son vaccin avait 95% d'efficacité. D'abord annoncé à 90, puis ça a été revu à la hausse, à 95. C'est-à-dire que sur les 94 personnes qui sont tombées malades lors du test, 90 faisaient partie du groupe auquel on avait injecté un placebo, et seulement 4 s'étaient réellement fait vacciner. Pfizer a dès lors averti quelques hauts placés de la FDA, bien choisis, ainsi que l'équipe de campagne de Biden. Ils n'ont absolument rien dit à Trump, qui ne l'a appris que le lendemain lorsque la nouvelle a été rendue publique. Et ça a eu pour résultat d'envenimer encore plus la relation Trump-Pfizer pour qui l'entreprise était en train de se venger de sa politique de contrôle des prix sur les médicaments. Et puis dans la foulée, le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a vendu pour 5,6 millions de dollars d'actions le lundi, exactement le jour où son groupe a annoncé de bons résultats préliminaires sur l'efficacité de leur vaccin. Il a vendu 132 000 titres au prix de 42 $, soit environ 60% de sa participation dans Pfizer. L'action du labo américain avait bondi de 15%, repartant à l'assaut de ses records de la fin des années 90. Et de son côté, Moderna a vu Pfizer franchir la ligne d'arrivée dans une impuissance totale. Mais ses propres résultats sont rapidement tombés aussi, et ils étaient quasiment similaires à ceux de Pfizer. Sur 95 injections, 90 faisaient partie du groupe placebo, et 5 du groupe des vaccinés. Et Albert Bourla n'est pas le premier dirigeant pharma à tirer profit des gains boursiers de son entreprise durant la pandémie. Si on prend Moderna, ses 5 principaux dirigeants ont encaissé plus de 80 millions de dollars en actions cette année. Développer un vaccin, c'est très compliqué, mais ça n'est qu'une partie de l'équation. Encore faut-il le produire en quantité suffisante et de le distribuer à tous les recoins de la Terre. Alors dès qu'une autorisation de mise sur le marché est accordée, le plan est de commencer la distribution des vaccins dans les 24 heures suivantes. Alors pour prendre l'exemple de Pfizer, qui est très intéressant, son vaccin doit être conservé, me semble-t-il, à une température de moins 70 degrés. L'entreprise a donc conçu des boîtes de conservation techniques spéciales pour cette mission. Elles sont équipées de capteurs GPS, de capteurs thermiques, et chaque boîte peut contenir jusqu'à 975 doses. Ensuite, lorsqu'une boîte arrive à une clinique, il y a plusieurs options possibles. La clinique peut choisir de l'entreposer dans un supercongélateur spécial pour être conservé jusqu'à 6 mois. Mais si la clinique n'a pas de supercongélateur, elle peut conserver les vaccins au simple réfrigérateur jusqu'à 5 jours. Et enfin, l'autre option, c'est de garder les vaccins dans leur boîte de transport jusqu'à 15 jours, à condition de recharger cette boîte en glace carbonique ou dry ice. Aux États-Unis, il y aura 6 millions de doses disponibles à la mi-décembre. Rappelons que le vaccin de Pfizer nécessite une double dose, et donc ces 6 millions de doses permettent d'immuniser à peine 3 millions d'Américains. Donc on est bien loin des 330 millions d'Américains. Et puis fin décembre, il y aurait de quoi vacciner 20 millions d'Américains supplémentaires. Pour l'instant, quels que soient les pays, il n'y a pas encore de plan précis quant à qui sera aux premières loges pour se faire immuniser. Le consensus a l'air de pencher vers le corps médical, donc tout ce qui est médecins, infirmiers et autres personnels de santé, ça pourrait être les premiers, les tout premiers à se faire vacciner, avec les résidents des établissements d'hébergement pour personnes âgées, les EHPAD. Ensuite, pourrait y avoir le segment des personnes de plus de 65 ans souffrant de maladies aggravantes comme le diabète, ou encore les travailleurs essentiels, c'est-à-dire tous ceux ne pouvant assurer leur mission en télétravail et grâce à qui nos systèmes continuent de fonctionner. Ça peut aller des pompiers aux professeurs en passant par les métiers de l'alimentation. Vous voyez bien que vacciner des millions de personnes nécessite des mois et ça ne sera pas accompli avant l'été prochain. Aux États-Unis par exemple, l'opération Warp Speed a pour cible le mois de mai. Et puis, puisque la plupart des vaccins requièrent une double dose, il va falloir renseigner dans une base de données toutes ces informations, c'est-à-dire qui s'est fait vacciner, avec quel vaccin, à quelle date, et quand doit-il recevoir sa deuxième injection. L'effort logistique est donc gigantesque, surtout connaissant le fiasco que peuvent connaître les systèmes informatiques gouvernementaux. Même les systèmes de l'élection américaine, pourtant l'un des événements les plus observés de la planète, ont connu de nombreux dysfonctionnements. De plus, on ne sait même pas si la vaccination nous permet de ne plus être contagieux. La seule chose que les tests cliniques ont testé, c'est l'efficacité contre le développement de la maladie de la Covid-19.
Il y a beaucoup d'autres choses qui pourraient mal tourner. Les vaccins pourraient finalement ne pas être approuvés. Ceux encore en cours de développement pourraient ne pas aboutir aussi. Le système de distribution pourrait faillir, les nouvelles boîtes de transport pourraient ne pas tenir leurs promesses, la base de données des vaccinés pourrait planter, les citoyens pourraient être extrêmement précautionneux devant cette nouvelle technologie à base d'ARN messager, qui est une première historique, et donc ils pourraient bouder le vaccin. En fin de compte, c'est un projet extrêmement complexe et ambitieux. Et plein d'autres questions restent en suspens. Est-ce que le vaccin est réellement efficace chez les personnes âgées ? Soit la population qui en a le plus besoin. Arrive-t-il vraiment à stimuler leur immunité et pour combien de temps surtout ? Les questions autour de la sérologie du virus sont encore un grand mystère pour nos chercheurs. On peut se poser aussi la question des effets indésirables du vaccin qui vont remonter lorsque des millions de personnes seront vaccinées. Ces effets-là souvent ne remontent pas forcément lors d'essais cliniques qui sont plus restreints, plus limités en termes de taille du groupe. Était-ce aussi une bonne idée de faire basculer l'indemnisation de potentielles victimes du côté des gouvernements et non du côté des groupes pharmaceutiques? Et aller aussi vite n'est-il pas la recette d'un fiasco imminent, surtout étant donné la nature historique de l'utilisation de vaccins à ARN messager chez l'homme, et donc ne faudrait-il pas plutôt appliquer le principe de précaution? Bref, nous sommes encore bien loin d'avoir toutes les réponses, mais je tiens à clore cet épisode sur une note positive. Avec l'annonce du vaccin d'Oxford AstraZeneca, il y a à présent 7 vaccins approuvés pour un usage limité. Pourtant, le vecteur de la Covid-19 a seulement été séquencé en début d'année. C'est plus précisément le 19 janvier 2020 que le génome du SARS-CoV-2 a été rendu public, et donc que de progrès en 300 jours. C'est la preuve que l'humanité peut accomplir de grandes choses grâce à la collaboration. Car cette course au vaccin, au fond, c'est une histoire de collaboration entre les pouvoirs publics et les pouvoirs privés, mais aussi entre les groupes pharmaceutiques, les biotech, les universités et les instituts de recherche. Et on a également observé une collaboration entre plusieurs pays pour organiser des essais cliniques de grande ampleur, comme celle entre la Chine, le Maroc, les Émirats Arabes Unis, le Pérou et l'Argentine, concernant le vaccin à virus inactivé de Sinopharm. Nous ne serions jamais arrivés là en jouant la carte du chacun de son côté. L'urgence et la nécessité ont permis de lever toutes les barrières dans la course au vaccin. Mais ce qui a été accompli doit beaucoup à un cocktail de coordination, de coopération et de saine compétition. Alors la question que je pose, c'est que se passerait-il si on appliquait ce mindset-là propre à la pandémie aux autres grands challenges de l'humanité? Un autre monde est sans aucun doute possible. À bientôt.